Donc, c'est par rapport à Tegrant. Je fais partie du comité de rédaction de Tegrant. Bon, tout simplement, on n'a pas eu une réponse claire par rapport à l'interdiction du journal. Ou lâche. Tout simplement, ici quand même écrire en caractère arabe. En bas, vous aurez plein de publicité. Mais en fait, ce n'est plus des prétextes à avancer ou des arguments d'interdiction. C'est tout simplement, c'est une analyse personnelle parce que on n'arrive pas à comprendre. Mais je pense que ils ont quand même commencé à provoquer la cabine. Parce que les caractères là-bas, ils commencé depuis longtemps. Les gens ont commencé à écrire et à lire et à apprendre. On a formé des licenciés, les caractères latins depuis longtemps. Les caractères latins depuis longtemps, et pourtant c'est un examen officiel. Femmes des licenciés, des magistères, des docteurs. Donc, premièrement, moi je pense que c'est un journal qu'il fallait tuer tout de suite dans l'œuf, parce que c'est un journal qui fait peur, franchement. C'est une idée personnelle parce que bon, un journal, mais il ne va pas y aller loin. Un quotidien, c'est encore bizarre. La chose, la volonté, on est tous volontaires à continuer à écrire. Il y a quelqu'un qui me dit que nous l'internet, quotidiennement. Là, on a notre canal, il faut reconnaître autant que parti politique. Social, c'est pas bien, on intègre. Actuellement, franchement, on a besoin d'aide. Et nous sommes sur le plan moral. Parce que la volonté de là, on est là. On va écrire. Mais d'ici demain, qu'est-ce qui va se passer? Parce que il a besoin de ce journal de Tegrant, il va aller dedans. Comme ça. Voilà, donc, merci. Au moins deux questions à poser. Par rapport à la police politique, la police politique n'épargne personne, rien et personne. Même Tebboune, il n'est pas épargné par cette police politique. Nous avons assisté à un cours de théâtre, il y aura une histoire à dormir debout. Le DG des douanes qui a été limogé par une décision Tebboune lui-même. 2 heures après, on limoge celui qui l'a désigné pour le remplacer par le limogé par celui qui a été limogé par Tebboune. Donc, la police politique, je veux dire, c'est une police politique qui détient un pouvoir plus qu'extrême, un pouvoir absolu. Et de la police politique, personne ne sait. Donc même Tebboune, chef suprême de l'armée, président de la République désigné, enfin, elle n'est pas épargnée par cette police politique. Donc, quelles sont les lectures qu'on peut faire justement à travers ce comportement, à travers ce genre de décision, des prises de décision contradictoires au sein du même sérail?
Donc, est-ce que cela veut dire que on éternellement dépendant de ce pouvoir, sans pour autant chercher à se libérer. Parce que vous avez, donc ma deuxième question s'enchaîne justement, vous avez bien dit que la violence, la Kabylie. Justement, pourquoi exactement, quel est l'intérêt que représente cette Kabylie par rapport à l'échiquier politique de ce pouvoir? Est-ce que cette Kabylie doit éternellement rester l'otage, justement, de ce régime qui ne fait que provoquer, qui ne cherche qu'anéantir, justement, tout ce qui est Amazigh, à travers ce qui est Amazigh, donc Kabyle? Faudrait-il se libérer? Faudrait-il poser ce problème justement sur la table pour en finir définitivement avec ce problème? Voilà un peu ma question. Et cela ne veut pas dire que je penche vers une tendance ou une autre, mais le problème est là, il se pose, il doit être réglé pour espérer parler au même titre qu'un Msili, au même titre qu'un Oranais, au même titre qu'un Constantinois sur l'Algérie. Mais là, on mate la Kabylie, on ne peut pas parler de l'Algérie puisqu'on mate notre région. Et si on règle, c'est-à-dire donc comment faire pour se libérer de tout cela et régler le problème une bonne fois pour toutes, et maintenant les citoyens au même titre que les citoyens des autres régions. Merci. Parler de la police politique dans un pays américain, c'est l'embarras absolu. Nous savons tous qu'ils sont capables de faire les pires exactions, de faire tout. Ils exagèrent des fois. Mais par rapport au danger islamiste, c'est vrai peut-être c'est une exagération, mais le danger islamiste, il est là. Ils sont là en train de guetter au début du mouvement. Ils étaient invisibles. Mais dès qu'ils sentent la faiblesse du mouvement, qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ils ressurgissent et ça commence. Et moi, ce qui me fait peur, ce n'est pas ces islamistes déclarés comme Ali Belhadj. Ali Belhadj, on le connaît, c'est un terroriste. Personne ne peut changer, par exemple, ma vision, mon point de vue sur lui. C'est un terroriste islamiste. Il a appelé pour Tarak Alayha Nahya wa Alayha Namout, 200 000 personnes, mais il y a des gens, il y a des mouvements, une image, un activiste en France, dans un véhicule, un MR17, un autre islamiste, un approchement, je suis avec mes amis, avec mes collègues. Il y a des Karim Tako par exemple, je suis solidaire avec lui, je ferai tout de marginer mais ces approches, يوسد قدرا الجيد إن الصور في يروح الزول دي يخدم توا على طول يشتروا في العالم دي بيليتين دا شي يخدم إلا في الفون دي شوز derrière moi il y a le procès قراش ثاني جدا donc oui c'est des gens القبائل ذاك الناس c'est des démocrates. Au lieu de ça, une petite aura parce que c'est une victime. Donc la victime, un prisonnier, c'est toujours on est solidaire avec lui. Au lieu de profiter de cela pour faire des idées démocratiques, aller en dehors de la Kabylie, faire quelque chose, au contraire, il essaye de faire le contraire de ce qu'on attend de lui. Je prends le cas par exemple, il y a deux ex du FFS, je prends le cas Karim Taboul, Jamal Zennati. Jamal Zennati, il fait des déclarations, il est pragmatique, il fait quelque chose qui... Une déclaration, tu peux la lire dans 20 ans et elle est d'actualité. Karim Tabou, il fait le contraire. Il fait un discours de consommation locale. Le populisme, ça paye. Mais c'est dangereux pour l'avenir de la nation. Donc il a éveillé qu'il faut dénoncer. Alors je suis solidaire avec lui, loin de ça l'idée.
Mais les idées qu'elle prend, elles sont dangereuses pour l'avenir du mouvement. Il y a un truc comme ça. Merci. Donc, vous la parole. Ah oui, bon, vous êtes par rapport au journal Serap, je pense que la réponse est claire. Maintenant, le fait qu'on vous suggère, c'est toujours comme ça. Quand on vous suggère le caractère arabe, ça veut dire que donc non seulement c'est une provocation, pas sur le fait que ça peut satisfaire d'autres quoi sur cette question-là, mais c'est une véritable provocation. Maintenant, pourquoi il faut être vigilant en Kabylie? Bon, c'est pas uniquement le fait que c'est la Kabylie, c'est ce qui s'est passé à Mostaganem, avec le Walini qui a humilié un ingénieur et deux femmes. Donc il y a un terrain, et en même temps, quand on parle de police politique, il y a donc il faut faire attention aux provocations. Maintenant, moi je veux bien, comment dire, mais je pense qu'on a eu des expériences. Il y a eu les années 90, il y a eu La Roche, il y a eu, pour parler un peu du centre, avec d'autres expériences au niveau d'Ardaya, les expériences à Nava avec le coup d'État de 65. Donc il y a eu beaucoup d'expériences qui montrent que par la violence, on ne pourra pas. On ne pourra pas. C'est qu'il faudra, y compris la réorganisation de l'État. J'ai parlé tout à l'heure de la réorganisation de l'État. Je pense que notre ami ne parlait pas de sécession, il parlait d'autonomie, il parlait d'organiser sous des formes régionales, etc. Y compris l'organisation de l'État, tu ne peux pas l'avoir par la violence. Tu ne peux l'avoir que par la pédagogie, par le fait que tu forces pour qu'il y ait une liberté démocratique, pour que tu puisses expliquer ce projet. On ne peut pas dire que dans ce mouvement, rien n'a été obtenu. La question, par exemple, du drapeau, il y a une avancée extraordinaire. Elle est avancée pas du fait du pouvoir, parce qu'il y a eu un espace de liberté dans le Hirak, dans toutes les wilayas. Il y a eu donc le débat, et c'est comme ça que les choses se sont passées. Ce pouvoir refuse qu'il y ait tout débat sur n'importe quelle question. Donc il s'agit plutôt d'aller vers comment on arrache des espaces de débat et non pas qu'on règle des questions particulières. On ne peut pas régler des questions particulières, puisqu'il y a un pouvoir de fait. Il y a un pouvoir de fait qui a sa police politique, qui a ses wali, qui a sa gendarmerie, etc., etc. Donc je pense que il ne faut pas se recroqueviller. C'est-à-dire qu'il faut que notre énergie va vers précisément donc acquérir plus de liberté et non pas à croire qu'on peut régler une question politique uniquement parce que, par exemple, on est tous d'accord on peut être d'accord dans la wilaya de Zouzou, on peut être d'accord dans la wilaya de Bouira, mais on ne peut pas régler. Il y a des questions qu'on peut régler. Il y a des petites questions qu'on peut régler. Mais les questions politiques ne peuvent pas être réglées dans ce terrain-là. Au contraire, le Hirak offre, ou le mouvement offre une fenêtre, une porte sur toute l'Algérie, et en particulier, en tout cas au moins sur les grandes villes, les centres urbains, et c'est là qu'on peut régler la question en gagnant plus de population pour les questions démocratiques. Mais alors, bien sûr que dans ce système, il y a une crise. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit la crise en elle-même, c'est un facteur qui fait qu'ils ne peuvent pas piloter des réformes, non seulement des réformes positives, mais y compris des réformes qui peuvent être acceptées. Et vous avez raison, par exemple, quand vous dites
Et on nomme quelqu'un, et puis le lendemain, on dit non, tout ça évidemment, en plus de ça, c'est une nomination par décret. C'est-à-dire c'est le chef de l'État, c'est même pas... parce que si c'était un Wali qui a fait ça, on peut supposer que le président, le chef de l'État l'appelle. Et il dit voilà, mais qui a appelé le chef de l'État? C'est lui le bon Dieu, normalement. Qui l'a appelé? Pourquoi il a pris une décision? Regarde, je nomme Flan, etc., etc. Et puis le lendemain, ou 2 jours après, et donc le problème c'est celui-là, c'est-à-dire que c'est pas un subalterne. C'est pas, quand il s'agit d'un chef de l'État, il ne peut pas se déjuger comme ça. Le problème c'est-à-dire qu'ils lui n'ont même pas laissé guerre. Il a l'appel à l'ordre, puisque de toute façon, il l'appelle pour... Bon. Et le gars, il peut négocier. Quel on dit, je ne vais pas te juger, les chars. Après, on a un truc pour... Non. Le lendemain, il faut... Donc, c'est tout ça qui fait que la crise au sommet est profonde. En vérité, le pouvoir civil, qu'est-ce que tu déduis là, le pouvoir civil? C'est pas un pouvoir qui travaille avec les militaires pour trouver des solutions. Le pouvoir civil n'est que la façade de ce que veut la police politique, l'armée, par le biais du truc de la police politique. C'est ça que tu déduis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un exécutant. C'est pas, par exemple, des institutions, c'est des mêmes militaires et civils qui travaillent ensemble pour... non. Et ils l'ont ramené pour exécuter ce qu'ils veulent qu'ils exécutent. Bon, sur la question de l'islamisme, je pense que là, moi je ne pense pas que dans un vote transparent, bien contrôlé normalement, je ne pense pas que dans ce pays, il y aura une majorité islamiste. Il n'y aura pas le problème. Le problème, c'est que ce pouvoir refuse d'aller vers ça, d'aller vers des instruments démocratiques, c'est-à-dire des élections libres, des garanties d'alternance, un équilibre du pouvoir. Parce que nous connaissons généralement, c'est-à-dire qu'il faut, nous on pense toujours à reproduire la même chose, c'est-à-dire qu'on va faire des élections dans le cadre de la constitution actuelle qui donne tous les, comment on appelle ça, tous les pouvoirs au président, etc. On va faire des élections indéfacées à l'islamisme, mais c'est ce qu'on ne veut pas, ça. On veut qu'il y ait un équilibre du pouvoir, qu'il y ait une assemblée qui détient beaucoup de pouvoir, un président de la République qui détient un certain pouvoir, et des contre-pouvoirs partout. C'est ça une transition pour aller vers un véritable système démocratique. Alors vous pouvez trouver un secteur, par exemple, où il peut y avoir l'islamiste. Il peut y avoir l'islamiste, il n'est pas seul. Donc il peut y avoir par exemple une assemblée où il y a des islamistes, d'ailleurs comme maintenant, dans certaines. Mais justement, pour ne pas refaire les erreurs du passé, c'est de changer ce système. Parce que ce système, c'est un système dictatorial. Où il est femme, il a tout en main. Donc, le problème, ce n'est pas de dire qu'il y a un danger islamiste. Je vais revenir sur la question du danger islamiste. Mais le problème, c'est d'abord des institutions qui sont capables de fonctionner avec une pluralité, avec une alternance au pouvoir, avec comment on appelle ça, des contre-pouvoirs, etc., etc. Maintenant, le danger islamiste, c'est... il tente de réitérer 88 sous une autre chaîne. En 88, en vérité, qui a organisé les islamistes? C'est pas Abbas Madani, hein? C'est le pouvoir. Tout le monde s'est écrit. C'est-à-dire qu'en réalité, la grosse masse, donc surtout Alger, donc de Bab el Oued, la police politique, et je reviens,
a fait en sorte de faire émerger Ali Belhadj et d'autres comme les dirigeants du mouvement. Et à partir de là, ils les ont aidés à... Et là, comme on dit. Et vous savez bien que dans le fils au départ, c'est pas l'islamisme. C'était pas ça. C'était c'est-à-dire contre le pouvoir, contre les FNL. C'est-à-dire qu'il y avait la première vague, la grosse première vague, avec 500 morts à Babloued. Pour certains, il y aurait moins, mais enfin, en tout cas, il y a au moins 300 morts. Donc, avec toute la haine qui a été accumulée depuis 1962 sur le système du parti unique, donc en fait, on a fourgué tous les jeunes pas vers les islamistes. Vers les islamistes, au départ, ce n'était pas le fils. Donc, tous les islamistes, ceux qui se souviennent des histoires de division, je ne vais pas revenir sur cette histoire-là. Et c'est la radicalité qui a donc poussé beaucoup à aller dans le fils. Ensuite, bien sûr, le fils, je ne vais pas le dédouaner. Bon, changez vos habitudes alimentaires, l'inclusion des GIA, ceux qui reviennent du Pakistan, etc. C'est le pouvoir qui a fait ça. Alors, maintenant, maintenant c'est de l'histoire. La lecture est facile. En vérité, c'était quoi? C'était pour faire ensuite l'histoire de guerre. Ou c'est nous, ou c'est le fils. Et c'est comme ça que la société a été bloquée. Alors maintenant, ce qui se passe, je ne dédouane pas, il y a des activistes islamistes certainement qui travaillent pour... mais grosso modo, les gens qui les Algériens, pourquoi tu le fais pas? Donc, en fait, il y a en préparation, qu'il y a des ingrédients qui peuvent, au moment voulu, et je l'ai dit dans le début de la conférence, j'ai dit que la question de la violence, ils n'ont pas renoncé. Il est toujours sur la table. Maintenant, peut-être qu'il s'agit de préparer les ingrédients de cette violence. C'est-à-dire un groupe islamiste radical par là, une provocation au Kabylie par-ci, etc. Bon, et pour aller, en fait, ensuite, donc, au refus de la démocratisation du pays. Donc, il n'y a pas... Le problème, ce n'est pas de dédouaner ou de ne pas dédouaner les islamistes, mais le problème, c'est de ne pas tomber dans le jeu de dire qu'il y a un carré islamiste, donc voilà, l'islamisme va récupérer, etc. Peut-être qu'il faut qu'on passe à autre chose. Il y a des gens qui disent, par exemple, pourquoi le PAD ne manifeste pas en tant que PAD? Pourquoi d'autres forces politiques? Bon, je ne sais pas. Bon, c'est des questions que je me pose, c'est-à-dire que je cite le PAD, je peux citer d'autres organisations qui vont s'allier pour la transition démocratique, etc., qui peuvent manifester peut-être ensemble, etc. Mais il ne faut pas qu'on reste les bras croisés, mais quand tu vois à travers tout le pays le contenu des marches, le nombre de manifestants, je ne pense pas que dans un système démocratique, avec des garanties d'alternance, des équilibres et des contre-pouvoirs, je ne pense pas qu'il y aurait une doula islamie. C'est-à-dire que les gens vont voter pour une doula islamia. Maintenant, si vous voulez parler de l'islam social existe. L'islam social, c'est l'école. L'islam social, c'est la télévision. Quand je dis l'islam social, attention, je ne parle pas de l'islam. L'islam, les gens sont libres Mais voilà, il y a une bigoterie sociale qui n'a jamais existé en Algérie. C'est un peu le Moyen-Orient qu'on nous a apporté. Une bigoterie, ça veut dire... On ne se pose même pas la question si on est musulman. Non, et c'est les autres. Il ne se pose même pas la question à lui. C'est-à-dire, il faut que tu te comportes comme ça. Il ne se pose même pas la question à lui.
Donc c'est une forme de bigoterie, c'est-à-dire il faut que tu fasses comme l'air du temps. Et ça, si vous voulez, ça demande du temps, ça demande une autre génération ou des autres générations pour que l'islam soit, et toute la religion d'ailleurs, soit vécue d'une façon apaisée et individuelle, ou pas vécue d'ailleurs. Bon, chacun est libre sur ces questions-là. Faites merci. Donc, s'il y a d'autres questions. Après, il va répondre là. Non, c'est autre chose. Donc, bon, en ce moment, on parle de side, c'est-à-dire un peu plus de forcing, il faut augmenter le niveau des revendications, peut-être aussi. Si pour pousser au loin, donc ce régime peut tomber en l'espace de 15 jours si par exemple la population décide de bloquer tout, les aéroports, les routes, les ports, la RTA, etc. Donc, enfin, c'est une hypothèse, donc que le système s'effondre, donc que la population arrive à faire effondrer le système. Est-ce qu'on fasse au niveau des partis politiques, au niveau de la société civile, bon, vous êtes du RCD, est-ce qu'il y a une autorité qui soit prête donc, c'est-à-dire à prendre la relève? Donc, bon, Algérie, France, enfin l'étranger, etc. Donc, est-ce que vous avez des ponts avec les autres partis, avec l'étranger, avec enfin, toute la société enfin, qui peut prendre la relève? Non, écoute, bon, on ne peut pas travailler sur une hypothèse théorique. Hein. Le RCD a soutenu l'appel à la guerre générale avant le 12. Il n'y a pas que le RCD qui l'a soutenu. Beaucoup d'organisations l'ont soutenu. Vous avez vu le résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous dites peut prendre la forme d'une guerre générale, mais il faut qu'il soit construit. C'est-à-dire que dans aucun pays au monde, on appelle à une guerre générale et ça réussit. Il faut construire la guerre générale. Donc il faut avoir les moyens de la construire. Bon. On a vu ce qui s'est passé par rapport à la guerre avant le 12. Maintenant, vous parlez de désobéissance civile. Les communautés populaires, on n'arrive pas à les faire. Si vous avez des communautés populaires, par exemple, qui ont une emprise sur le mouvement, à travers chaque oulaya, dans chaque vous n'avez même pas besoin de... le mot d'ordre est de lui-même. Le grève général, puis derrière le hukm, et puis bon... Donc, c'est des hypothèses théoriques. Vous savez, une année après, on sait que des actions d'unanimité comme ça, et c'est tout le fil de mon exposé, on n'a pas d'organisation, on n'a pas de point de ralliement. On est donc tout ce problème-là. Maintenant, est-ce qu'on va continuer à perdre du temps à dire ça? Non. Il faut construire des cadres politiques où il peut y avoir un ralliement un jour, à condition bien sûr il faut maintenir la mobilisation. Ceux qui disent que la mobilisation ne suffit pas, oui, ça ne suffit pas. Elle ne suffit pas pourquoi? Pourquoi faire? Pour faire tomber le système tout de suite. Ça, on le sait. Tout le monde le voit. Mais la résistance est importante. C'est la résistance. Parce que cette mobilisation, c'est une résistance. Si cette résistance disparaît, eh ben, le pouvoir va passer à autre chose. Il va passer à une véritable normalisation. Et on ne peut pas se passer d'un travail de terrain. On ne
ne peut pas faire que du Facebook. Facebook, c'est important. Beaucoup de choses n'auraient pas été faites s'il n'y avait pas Facebook dans ce mouvement. Ce n'est pas suffisant. Le travail de terrain, il faut qu'il y ait un travail de terrain. Ce que font certains comités ou certains regroupements tentent de faire justement un travail de terrain. Mais c'est pas facile. Je l'ai dit, c'est pas facile parce que il y a aussi en face un pouvoir, avec des moyens, avec une police politique. Maintenant, je ne veux pas être pessimiste, mais même si la révolution n'aboutit pas tout de suite à une véritable consécration de la souveraineté du peuple, parce que ça, on arrivera maintenant, dans une année, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas. Mais s'il faut minimum qu'on arrache les libertés démocratiques, parce que c'est le seul moyen pour continuer à sensibiliser, à gêner, à recruter, à organiser, etc. Donc il faut au minimum une révolution démocratique. Peut-être pour certains qui ont lu un peu Trotsky, par exemple, il y a un livre qui s'appelle Bilan Perspective 1905. Et il y a une question fondamentale, par exemple, qui est posée dans le livre. 1905 en Russie. Hein. À l'époque, c'était la Russie encore. Quelle est la nature de la révolution, de la prochaine révolution? Quelle est la nature de la prochaine révolution? Est-ce que c'est une révolution démocratique? Lui, il disait démocratique bourgeoise. Ou alors c'est la révolution prolétarienne. Et tout le mouvement, par exemple la social-démocratie russe, était divisé sur cette ligne de fracture. C'est la ligne de fracture. Il y a ceux qui disaient c'est une révolution démocratique, donc il faut arracher les libertés démocratiques, etc., sans l'expropriation du capital, etc. Il y a d'autres qui ont dit non, il faut combiner dedans pour qu'il y ait l'expropriation du capital, le socialisme, le Hassan, les soviets, etc. Donc aujourd'hui, moi je pense que l'aboutissement de cette révolution, ce n'est pas une révolution de classe, c'est une révolution qui veut restaurer la souveraineté du peuple à travers une assemblée qui est constituante parce qu'elle doit faire une constitution. Mais on peut passer par des étapes. Il ne faut pas croire qu'on va arriver comme ça, à la fin de l'année, à avoir une assemblée de classe, on va rédiger les questions. Mais il faut qu'on arrache des choses. Et parmi les choses qu'on doit arracher, c'est les libertés démocratiques, la liberté d'organisation, etc., etc., etc. Donc, moi je pense que, c'est vrai que la jeunesse est révolutionnaire. D'ailleurs, seule la jeunesse est révolutionnaire. Donc les jeunes qui ont maintenant c'est bien, il faut maintenir cette flamme. Mais il faut savoir une chose que c'est pas tout ou rien. C'est-à-dire que l'histoire, c'est des forces. C'est des forces. Il y a des forces, et c'est un rapport pour ça que tant qu'ils ont la rente pétrolière, ils ont leur police politique, ils ont leur harki, tout ça, les gens qui bon, tout ça travaille pour la contre-révolution, ils ne travaillent pas pour la révolution. Nous travaillons pour la révolution. Mais il faut qu'on gagne au moins les libertés démocratiques et le droit d'organisation, etc., de manifester, de se réunir dans une salle, partout, etc. Et je pense que, parce que ce débat va fatalement donc déboucher vers la constitution d'organisation, les Algériens comprendront que sans parti politique, sans la construction de partis politiques, on ne peut pas aller plus loin, y compris pour triompher la révolution. Et donc, pour quel jour, probablement, est-ce qu'on va arriver par un processus, je veux dire, violent ou pas violent, je souhaite qu'il soit pas violent. Mais la résistance aujourd'hui, au minimum, si cette résistance continue, ça veut dire qu'il y aura des espaces de liberté et c'est le plus important pour le moment.
Parce que, bon, je pense que, comme beaucoup de gens le disent, je n'ai pas envie de répéter, bon, c'est un système qui ne peut plus fonctionner pour toutes les raisons que nous avons invoquées ici. Merci. Mais il va dire non, Monsieur Saoudi, si vous avez un mot à ajouter. Non, c'est un mot de remerciement. Donc, d'abord, je vous remercie d'avoir permis à un cadre du RCD d'exposer un peu notre point de vue sur la question pas uniquement du processus constituant, mais en fait d'une sortie de crise. Même si dans ce débat, je me suis permis, y compris d'aller au-delà du cadre du RCD. Bon, nous sommes un parti à rassemblement, y compris dans le débat. Je veux dire, les cadres et les militants peuvent s'exprimer, y compris sur des questions qui ne sont pas totalement tranchées, à la limite, dans la direction. Ce n'est pas le cas de Koulal, je n'ai pas eu à avoir ce problème. Sinon, ben, je vous remercie beaucoup et comme ça d'être venus si nombreux. Et je pense que les questions aussi étaient intéressantes. Et fondamentalement, elles sont intéressantes parce que d'habitude, il y a des citoyens qui sortent un peu du thème. Là, j'ai remarqué que la plupart des questions sont restées un peu dans le thème. Et voilà, j'espère que on a communiqué en tout cas entre nous et que chacun de nous est parti un peu éclairé sur certaines questions. Merci. Voilà, donc c'est à samedi.